Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 33 de C'est qui en pôle et donc pour le Grand Prix d'Allemagne, 9e Grand Prix de la saison. Ce soir, c'est Pierrot qui est avec moi, comment ça va? Salut, bah écoute, ça va super, forcément, champion du monde. Ouais, champion du monde, ouais, 2 étoiles comme Zarco. Exactement. Bon, ouais, bah oui, on enregistre donc comme d'habitude le lundi soir et ouais, on en glisse un petit mot ou pas? Qu'est-ce qu'on peut dire, on est les meilleurs En et puis foot? allez les Bleus. Non, Ouais. ouais, bien sûr, on est les meilleurs en foot. Mais clairement, on peut en parler un peu. C'était une belle équipe, bel état d'esprit et je suis content, franchement, qu'ils soient arrivés là, surtout après la finale de l'Euro perdu il y a 2 ans, qui m'avait fait Exactement. très très mal. Ouais, ça a fait mal, Euh, hein. Enfin, du coup, là, je trouve honnêtement que c'était un match très intéressant. Il y a quand même eu 6 buts Ouais. et la Croatie, c'était vraiment une très belle équipe pour le coup. Ouais. S'ils avaient gagné, ils auraient pas volé leur victoire, mais clairement, les dieux du foot et la façon de jouer les Bleus ont fait que, en fait, on a su les canaliser et puis être plus fort qu'eux, quoi. Voilà. On va passer aux deux roues, donc. Ouais. Alors, pour le numéro 33, tu nous as trouvé un petit vieux qui court encore, un Ouais, Italien. un petit vieux, donc Marco Melandri, qui a 35 ans, il est né en Italie forcément. Il a débuté assez tôt la moto, entraîné par un ancien pilote moto de vitesse italien qui s'appelle Loris Reggiani. Bah, je pense que c'est assez payant parce qu'en 97, il devient champion d'Italie en 125 cm3. En 98, pour sa première saison en championnat 125, et il remporte sa première course à Assen cette année-là. Il termine meilleur rookie et troisième du championnat à 16 ans seulement. Donc il va commencer très fort. Malheureusement pour lui, il va rater le titre en 99 pour un seul point. Il va quand même passer en 2000 en 250 cm3. L'adaptation va être assez difficile, mais en 2002, il va enfin remporter le titre de champion du monde qui convoite tant, et passer dans MotoGP dans la foulée. Donc en MotoGP, il va y faire 7 saisons, et y rester jusqu'en 2010. Il va rouler sur tout ce qui roule à peu près, donc il va Toutes faire les marques. Yamaha, ouais, Yamaha, Honda, Ducati, Kawasaki, qui était à l'époque en MotoGP, Mhm. et à nouveau Honda derrière. Son meilleur résultat, ça sera en 2005, où il finit deuxième du championnat sur Honda. Ouais. Juste derrière, Rossi, quoi, qui était intouchable à cette époque. Ouais. En 2011, il part en Superbike, où il termine deuxième du championnat sur une Yamaha pour sa première saison. Il court ensuite 2 ans pour BMW, sans grand résultat, et passe chez Aprilia pour 1 an. En 2015, Aprilia revient en MotoGP et il va débarquer avec Aprilia donc en MotoGP en fait. Mhm. Avec toute son expérience, je pense que c'était une bonne idée. Mais malheureusement, faute de résultats, il est renvoyé à la mi-saison. Donc il va retourner en Superbike un an et demi plus tard en 2017 pour Ducati, Mhm. où il court encore aujourd'hui. D'ailleurs, il avait fait un très bon début de saison, il avait gagné à Phillip Island, si je me trompe pas. Donc en résumé, hein, sa carrière tout confondu, c'est 361 courses en mondial, pour 130 podiums et 44 victoires. Il est vice-champion du monde 125 cm3, MotoGP et Superbike, et il est champion du monde 250 cm3. Il a couru au plus haut niveau sur 6 marques, donc Yamaha, Honda, Ducati, Kawasaki, BMW et Aprilia. Donc Oui. voilà, je pense que très très grand pilote, Monsieur Melandri. Ouais, un petit peu, comme tu l'as dit, un petit peu, je dirais pas sous-estimé, mais ouais, il a peut-être manqué de régularité à certaines Ouais, périodes, mais ouais, tu vois, moi je l'ai découvert un petit peu plus quand il est revenu avec Aprilia en MotoGP où ça a été très très compliqué pour lui, et ouais, quand il est retourné en Superbike que je me suis dit ça va mal finir encore et en fait il a quand même réussi à avoir des résultats, et je trouve que c'est bien qu'un pilote comme lui puisse se relancer parce que il a quand même un palmarès qui est pas négligeable. Il a fait pas mal de catégories. À ouais. chaque fois, et vice-champion du monde MotoGP, quand même, c'est pas rien. On parle toujours des champions, mais il faut bien un deuxième. C'est vachement cool. Et surtout, l'image moi que j'ai de Melandri, c'est une arrivée à Phillip Island avec le bras gauche en l'air pour célébrer la victoire et une bécane complètement à travers Mhm. et un pneu arrière qui fume comme pas possible. Donc c'est une victoire en 2006 en Australie. Donc ouais, moi je trouve que c'est une belle carrière pour lui, quoi. Ouais, bien sûr. C'est un pilote que chaque année on se dit il va arrêter, ça y est, il va prendre sa retraite comme Rossi, mais non, il continue et il est toujours aux avant-postes. Alors Ouais, forcément, il a une bonne moto aussi, quoi, mais ça fait pas tout ça fait pas et, tout, non.
honnêtement, je suis encore content de le voir en Superbike. Ouais, surtout qu'en Superbike, c'est quand même très difficile de gagner des courses avec les Kawa. Ouais. Quand t'as pas une Kawa, justement. Ouais. Et bon, la Ducati, elle est très compétitive aussi en Superbike. Ouais. Mais bon, ouais, quand t'as son âge et son palmarès, c'est toujours bien d'être là. Ouais, exactement. On va passer donc aux petites news qui sont arrivées un petit peu en amont du Grand Prix d'Allemagne. Donc on a eu Lee Violoy qui a cessé sa collaboration avec le team Avintia Racing en Moto 3 pour manque de résultats. Donc c'est des résultats qui sont un petit peu irréguliers pour le pilote belge. Donc la saison s'arrête là. Darin Binder qui s'était fracturé la clavicule en entraînement, ne courra pas sur la KTM et il est remplacé par Raúl Fernandez, donc un pilote qui vient du CEV, mais normalement il devrait être rétabli donc pour la course de début août, pour la course en République tchèque. Alors je vais te laisser la main pour les news en GP. Alors Morbidelli, qui a été blessé lors des essais à Assen et qui n'avait pas participé à la course, a aussi manqué les essais privés de Honda à Brno. Il a pu courir en FP1, mais malheureusement il a dû laisser sa place pour la suite des essais et de la compétition à Stéphane Bradel. On a également donc surtout la grosse annonce qui est tombée, c'était Dani Pedrosa qui a annoncé en conférence de presse qu'il prendra sa retraite internationale à la fin de cette saison. Donc le triple champion du monde 125 cm3, 250 cm3 et également triple vice-champion du monde MotoGP nous quittera après 18 ans en Grand Prix et nous laissera sans doute un grand vide. Il sera également intronisé MotoGP légende à Valence à la fin de la saison. Moi, depuis que je regarde les GP, j'ai toujours vu Dani Pedrosa sur une Honda. Ça va vraiment faire bizarre. Ouais, ça a été un gros, comment dire, ça a fait pas mal de bruit dans le paddock parce que comme tu l'as dit quand même, c'est un pilote qui est là depuis longtemps, à très haut niveau, toujours dans un team compétitif, donc on a l'habitude de le voir devant. On est obligé aussi de rappeler toutes les blessures qu'il a subies, hein. On en avait parlé plusieurs fois, mais c'est un pilote qui est assez léger, donc dès qu'il chute, forcément il y a plus de risques de blessures. Moi je le vois comme ça. Mais voilà. Alors pour moi, tu vois, l'image de Pedrosa, c'est effectivement quand il va récupérer Zarco au Grand Prix de Valence l'année dernière pour lui chipper la victoire dans le dernier tour. Alors, mais bon, il y a aussi plein d'images de sa carrière, mais c'est un pilote quand même. Il aura apporté quand même énormément au HRC parce qu'il aura toujours été fidèle à Honda, toujours été là pour faire des résultats. Ouais. Je pense que sur sa carrière, on n'a pas grand chose à lui reprocher, si ce n'est effectivement la petite faute quand il fait chuter Hayden. Mais bon, c'est un pilote, puis il était super, mais il est super attachant, il est toujours là quand en conférence de presse, c'est normal, ils versent tous leurs petites larmes, mais tu vois, le petit mot qu'il a eu sur son tout début de carrière, c'était super, super attachant. Et quand on le revoit, forcément, dans ces moments-là, il repasse des images de son début de carrière, et tu retrouves quasiment le Pedrosa que tu vois maintenant, quoi. C'est là que tu vois que le mec, il n'a pas changé. Mais il a toujours un sourire qui paraît vraiment simple et naturel, quoi. Ouais. Et il a jamais là pour dire du mal des autres. C'est vrai c'est peut-être un des pilotes les plus attachants du paddock. Je crois que personne ne déteste Dani Pedrosa, il me semble. C'est un peu ça. C'est un lieu commun de dire ça, mais voilà, c'est un pilote qui s'est jamais retrouvé dans des embrouilles en conflit avec un autre pilote, on va dire. Ouais. Et ça va être une grosse perte, ouais. Ça, c'est clair. J'aimerais bien du coup qu'il nous fasse comme ces dernières années. Il a cherché une victoire, au moins une victoire dans la saison, quoi. Ouais. Surtout après, si c'est à Valence, ça sera encore mieux à la fin de cette saison. Bon, on verra. Ouais, de toute façon, je crois qu'il a gagné une course dans toutes ses saisons. Mais c'est un pilote qui est toujours présent. Ensuite, donc la dernière annonce qu'il y a eu, c'était que Yamaha devait signer éventuellement avec Marc VDS pour un team satellite l'année prochaine, mais comme ils ont des soucis extra-sportifs, Yamaha s'est tourné vers un autre team privé pour l'année prochaine. Donc ça s'est fait, il y avait un petit montage un peu bizarre, mais bon. Donc d'un côté, on a le Sepang International Circuit
qui s'est associé avec le team Angel Nieto pour récupérer les 2 places sur la grille du team Angel Nieto. Et d'un autre côté, on a Yamaha qui s'est associé avec le Sepang International Circuit pour fournir les motos. Donc on aura cette structure l'année prochaine, et donc Angel Nieto ne roulera plus sur Ducati comme aujourd'hui. Donc apparemment c'est un contrat qui porte pour les 3 prochaines années. Bon, après, il n'y a pas encore eu les annonces des pilotes. Donc il y a des grosses rumeurs, mais bon, dès que ce sera officialisé, je pense que ça va discuter encore un petit peu pendant la pause estivale. Oui. Ouais. Et puis ça sera annoncé quand il faudra. Voilà. Oui, voilà, je pense qu'on va pas commenter les rumeurs, hein, ça ne nous regarde pas. Alors, dans les dernières news, donc la Calex Moteur Triomphe avec l'électronique Maniti Marelli pour le Moto 2, pour l'année prochaine, ça a l'air d'avancer. Donc ça a été testé par Folger à Brno. Et aussi une grosse annonce. Moi, après, je suis pas non plus de très près tout ça. Donc peut-être qu'il y avait eu des bruits avant l'annonce. Mais donc le GMT va arrêter l'endurance et va se concentrer donc sur le super sport. Ils vont courir à Suzuka donc pour la dernière course de la saison. Et donc ils vont concentrer les efforts sur Corentin Perolari dont tu avais déjà parlé donc sur le super sport. Et voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Après, je trouve que moi c'est un peu dommage. Après, je suis pas dans leur dans leur petit papier, mais c'est dommage parce que la team était super belle. Les 3 pilotes étaient vraiment, je trouve, très complémentaires entre Canepa, Di Meglio et Sheka. J'ai trouvé que c'était vraiment, ils avaient trouvé là une belle triplette, une très très belle triplette qui était ultra compétitive, et la moto tournait bien. Après voilà, après on leur souhaite le meilleur pour la suite, hein. Ça veut rien dire, hein. Non, ouais, peut-être qu'ils vont y revenir, ou peut-être qu'ils voulaient un autre challenge. Je pense que c'est peut-être un challenge que Christophe Guillot voulait se lancer. Voilà, la vitesse, c'est un autre monde que l'endurance, et bon, j'espère pour eux qu'ils arriveront à atteindre les objectifs qu'ils se fixent, hein, parce que c'est vraiment un monde, pour le coup, alors je dirais pas qu'il est plus compétitif, mais c'est un autre monde que l'endurance. Ouais, puis il y a plus de courses dans la saison, c'est une autre manière de voir les choses. Mais bon, voilà, ils ont la structure pour réussir, hein, je pense. Donc, on va leur souhaiter le meilleur. Le meilleur. On va passer au Grand Prix d'Allemagne qui se tenait au Sachsenring. Donc, je te laisse parler un petit peu de Moto 3 et de Moto 2. Yes, alors pour les essais, les pôles, donc on a Martin qui signe la pole devant Ramirez et Bastianini en Moto 3. Deuxième ligne composée de Massia, Canet et Arbolino. Troisième ligne, Bezeki, McPhee, Sasaki. Bulega et Mignot sont un peu plus loin, 23e et 25e. Bon, comme d'hab, en Moto 3, ça c'est un peu chicané, où justement ils ont coupé des chicanes, où ils ont roulé trop lentement. Donc il y a eu des sanctions pendant les FP. On a Antonelli et Bulega notamment qui sont pris 3 places sur la grille. Et quant à Denis Foggia, il partira carrément du fond de grille pour conduite trop lente. En fait, comme d'hab, ils cherchaient des roues et ils n'ont pas respecté le règlement. En Moto 2, on a Pasini qui signe la pole, et ensuite on a les VR46 de Marini et Bagnaia pour une première ligne 100% italienne. Deuxième ligne composée de Lowe's, Baldassari et Vierge, et troisième ligne Marquez, Mir, Schroeter. Quartararo signe une 18e place et Danilo 29e. Je te laisse la MotoGP. Ouais, donc en MotoGP, en FP1, donc comme tu l'as dit, donc Morbidelli a couru, mais il a été remplacé par Bradle dès la FP2. Justement, en FP2, on a une très grosse chute de Mika Kallio, donc qui va être suivi donc par les équipes de soins sur place. Donc, il sera out pour le reste du week-end, donc le wildcard KTM. En Q1, on avait Dovi et Zarco qui devaient y passer, justement. Et c'est donc Dovi et Nakagami qui s'en sortent. Zarco est 4e temps, mais finalement, il partira 13e parce qu'on a Espargaro donc, qui est sanctionné par la direction de course pour conduite irresponsable. Donc, normalement, il aurait dû prendre 6 places de pénalité. En Q2, on a Petrucci qui a longtemps tenu la pole, mais c'est finalement Marquez qui va lui souffler donc lors du dernier passage sous le drapeau à damier, donc pour 25 millième, donc en prenant en plus le record de piste. Donc c'est une grosse perf quand même des Ducati avec Petrucci qui fait 2 devant Lorenzo 3 et Dovi 5. On a Vignales qui s'intercale 4e et Rossi qui clôt la deuxième ligne donc en 6e position. Suivent Crutchlow, Iannone, Bautista,
Pedrosa, Rins et Nakagami. Je sais pas si t'as vu, parce que Petrucci il a tenu la pole, mais comment il l'a obtenu surtout en J'avais vu fait, ça. sur son meilleur tour, il a fait que sucer la roue de Lorenzo, et Lorenzo était au maximum, et il a pris la pole, mais en fait c'est Petrucci qui était dans la roue qui a pris la Ouais. pole juste derrière, et c'était assez marrant. Marquez par contre lui, bon, il aura besoin de la roue de personne pour signer Non. la Ouais, pole il a définitive. fait une petite caravane, Ouais, Danilo, mais bon, ça va. carrément. Entre Ducati, je pense qu'ils ont le droit. Ouais, et c'est rare, on n'a pas entendu Lorenzo se plaindre dans le Non, paddock. non. C'est assez rare. Ouais, quand même. Et d'ailleurs, Marquez a failli se casser la gueule lors de le tour juste avant la pole qui Oui. signe. Je sais pas si t'as vu aussi. Ouais, Impressionnant. ouais. Bon, enfin, c'est habituel chez lui. Ouais, maintenant. On oui, n'en c'est- parle même plus, tu te rends compte. C'est un peu ça. Ouais. Alors, on va passer aux courses. Alors, les courses, c'est parti pour la course de Moto3, 27 tours. On a Martin qui part bien en tête, suivi par Ramirez et Bezeki. Donc Martin reste en tête pour les 2 premiers tours, mais sans vraiment réussir à creuser l'écart. Et derrière lui, chaque virage donne lieu à des dépassements. Il va finalement se faire passer au 3e tour par Ramirez qui profite de l'aspiration, puis au tour de Bezeki de passer devant lui. On a un groupe de 8 qui roule assez fort, donc Bezeki, Arenas, Martin, McPhee, Mazia, Ramirez, Canet et Di Giannantonio. Suzuki va chuter à 21 tours de l'arrivée, et Martin va enfin réussir à créer un écart sur Arenas et Bezeki. Malheureusement, il va se rater plus tard sur un freinage, et Bezeki va en profiter pour prendre le lead, suivi par McPhee. Fabio Di Giannantonio sera alors en seconde position, et il va se rater au freinage du virage numéro 1. Il va chuter en touchant Martin, qui lui réussit à ne pas chuter, on sait pas trop comment, mais forcément, en tout cas, il perd un peu de vitesse. Arenas en profite du coup pour prendre le lead, mais pas pour longtemps, car quelques tours plus tard, Martin va récupérer la place. Progressivement, il va enfin réussir à se créer un écart d'une demi-seconde. Albert Arenas en bataille pour la 3e place va chuter, et 2 tours plus tard, c'est au tour de Bastianini et de Lopez de chuter à leur tour, de manière assez violente d'ailleurs, en allant percuter le mur Air Fence. On a Ogura qui va chuter et emporter Rodrigo également avec lui. On a Martin qui va gagner devant Bezeki et McPhee. Bastianini, Di Giannantonio et Rodrigo perdent des gros points au classement général avec leur chute, bon, pas forcément voulue pour certains, mais comme ça. En Moto 2, donc on a une sale chute de Quartararo au warm-up du matin, mais il pourra quand même participer à la course. Quant à Danilo, il n'a pas pu partir parce qu'il a dû abandonner suite à un problème pendant le tour de mise en place. On a un super départ de Marini qui fait le all shot, suivi par Bagnaia et Pasini. Oliveira sur un dépassement optimiste va venir élargir, et avec Vierre ils vont se toucher dans le dernier virage, heureusement sans conséquence. Pasini va réussir à passer Bagnaia, mais quelques virages plus tard il va chuter en perdant l'arrière. Bagnaia évite de peu Pasini, mais sort faire du off-road dans les graviers et perd beaucoup de place. Baldassari fait la même chose 3 virages plus loin, mais lui pour le coup il fait un sale side, il a l'air assez marqué. On a Marini alors qui a quasiment une seconde d'avance en tête, poursuivi par Mir et Brad Binder. Mir remonte très fort et va finir par passer Marini, et Binder va aussi remonter progressivement et passer tous les deux. De son côté, Quartararo est dans le top 10. La situation reste stable devant pendant le long tour. Bagnaia va réussir à remonter et revenir dans les points 15e. On va finir sur une victoire du coup de Binder, suivi par Mir et Marini. Oliveira prend la 4e place devant Lowe et Schroeter. Bagnaia sauve les meubles avec sa 12e place. Côté Frenchie, Quartararo finit 9e, Danilo donc n'est pas parti. On a une célébration assez amusante de Binder, où on le voit allumer des feux d'artifice, c'est assez amusant. Ouais, c'est dommage pour Bagnaia, enfin ça aurait pu être encore pire puisqu'il aurait pu être pris complètement dans la chute. Ouais. Mais ouais, c'est dommage parce que il avait de quoi faire encore un bon résultat. Ouais. Et bon bah ça part un petit peu sur bah c'est Binder un petit peu qui tire les marrons du feu, et surtout Mir et Marini c'est son premier podium en Moto 2, donc c'est bien ça, parce que ça fait un petit moment qu'il commence à être dans la catégorie, et donc déjà il avait fait première ligne il y a 2 semaines, là il fait son premier podium. Ça commence à venir, ouais, sérieux. Et puis Quartararo toujours, même si là il est un petit peu en retrait, mais bon, il part de loin, il part 18e et il finit dans le top 10. C'est pas une mauvaise course pour moi, à partir du moment où tu réussis à remonter une bonne partie du peloton sans que ce soit non plus les dominos devant. C'est pas mal, quoi. Après, ça je trouve que
C'est le gros problème de Quartararo, bon, à part sa pole hein, qu'il avait fait, Mm. c'est qu'en qualif, il est trop loin derrière et c'est Ouais. quasiment impossible pour lui de revenir à chaque fois, quoi. Mm. Faudrait qu'il fasse des qualifs dans le top 10 et vraiment il pourrait jouer les avant-postes. Mais bon, après c'est plus facile à dire Ouais, qu'à c'est faire. plus facile. Exactement. Ouais, mais bon, après c'est déjà bien. Surtout sur les dernières courses qu'il a fait, de le voir un petit peu plus aux avant-postes et de le voir surtout moins souffrir que Oui. les saisons précédentes parce que ça commence, même s'il reste quand même très 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 jeune et qu'il y a toujours comment dire, faut toujours le temps d'apprendre. Mais ça on l'a dit plusieurs fois, après au bout d'un moment quand tu grilles tes chances, bah on t'en donne plus. Bah Et c'est ça. voilà, donc là il commence. Sauf si t'es le demi-frère de Valentino Rossi ou le frère de Marquez ou... Non. Si tu rentres dans le comment dire, dans le népotisme du Moto 2, Alex Marquez, on en a parlé déjà plusieurs fois. Oui. Il a des motos compétitives et là ça devient dur. De mon point de vue, il n'arrive pas à être assez régulier en haut. C'est-à-dire qu'il ait besoin d'apprendre, c'est normal, mais là pour lui, le temps c'est fini. Et à partir du moment où typiquement, quand tu regardes en arrière, je crois qu'il était déjà sur le plateau quand Zarco a été champion du monde en Moto 2. Enfin, quand tu as des gens comme Zarco qui partent, Loves qui partent en GP, et toutes les Lutti, les etc., les Nakagami également. Enfin, quand tu as toute cette. Morbidelli. Ouais, Morbidelli, exactement. Quand tu as tous ceux-là qui, en 2 ans, partent en MotoGP, je pense que ça devrait être à lui de se battre devant. Et bon, l'année dernière. C'est pas Bagnaia ou Oliveira de faire le jeu. Normalement, c'est lui qui a l'expérience, c'est lui qui a la moto. Exactement. Oliveira, après, oui, parce que ça fait quand même aussi, lui, ça doit faire 2 ans qu'il est là et il a une très très belle moto, mais typiquement, il devrait être avec Mir. Enfin, Mir, il est. Oui. Enfin, quand tu vois ce qui va se passer pour Mir l'année prochaine quand il va partir chez Suzuki en GP, il va pas s'attarder en Moto 2 et voilà, le mec il va être champion du monde Moto 3, il va monter en rookie, il va être 4ème ou il va être dans le top 5 du championnat Moto 2 et il va pas s'attarder, il va monter directement en Moto GP, ce que ne fera pas Alex Marquez et ce que fera pas Marini non plus. Après Marini, je pense que son guidon, il y a de ça 2 saisons, il l'a eu vraiment avec l'appui de Rossi. Là, heureusement que ça commence à venir. Parce que après, ça va commencer. Je pense que ça commencera à devenir compliqué de justifier ça. Après, voilà, c'est Sky qui paye, c'est Sky qui met les autocollants sur la moto, ils mettent ce qu'ils veulent comme pilote. Bon, après, c'est comme ça. C'est peut-être malheureux pour d'autres, mais c'est comme ça. Bon, c'est quand même mieux de le voir là que de le voir se traîner un petit peu plus bas. Et Garner, il fait 11 sur la Mistral, donc ce qui est aussi pas mal pour Tech 3. Parce que c'était pas mal. Ce résultat. Ouais. Moi, je regarde toujours un petit peu ce qu'ils font en Moto 2 parce que c'est une écurie que j'aime bien. Puis Loves 5ème quand même. Quand il chute pas, c'est pas mal. C'est méchant de dire ça, mais. Non, bah c'est un peu comme Pasini d'ailleurs. Putain, qu'est-ce qui m'agace. Tomber comme ça en permanence, c'est la malédiction de la pole. Hein. Augusto Fernandez, là, le petit qui remplace. Chez Ponce HP40 qui a remplacé le. Barbera. Ouais, il est rentré dans les points, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est bien. Hein. Jamais facile de remplacer un gars en plein milieu de saison, et surtout quand t'es jeune comme ça. Jeune et fou. Jeune et fou, il termine une commande devant Fenati, quoi, et entre Agarter et Fenati, quoi, donc des briscards. Ouais, Fenati, il est rookie cette année, mais bon, c'est vrai que c'est un briscard de la Moto 3, mais Agarter, c'est un briscard de la Moto 2, lui. Ouais. Pour le coup, ça fait un petit moment qu'il y a. Ah putain, Agarter, il est là depuis 2010, quoi. Bah oui, il est né avec une Moto 2. On va passer à MotoGP. MotoGP. On passe à la suite.
Mm. Donc Allez, je ouais, t'écoute. le warm-up, quand même une grosse chute d'Espargaro. Qui va l'empêcher de participer donc à la course, et on va avoir donc un bon départ de Lorenzo, on va dire comme à son habitude, qui va être suivi par Petrucci et Marquez, et on va avoir les deux Yamaha donc de Rossi, Vignales qui vont emboîter le pas. On a Miller, Iannone, Espargaro et Rins qui vont sortir au T2. Alors, suite à une touchette du pilote KTM sur Iannone, on a Crutchlow donc, qui va passer Vignales pour la 5e place. Marquez qui va passer Petrucci pour la 2, et Lorenzo commence petit à petit à créer une petite avance sur la suite. Alors Dovi va passer également Vignales, donc on a un début de course de Vignales, il est assez timide, et une chute de Nakagami. On a Rossi qui revient fort sur Petrucci, et Marquez petit à petit commence à remonter sur Lorenzo. On a Bautista qui se montre dès le début de course assez à l'aise, et lui aussi il va passer Vignales. On a Rossi qui va réussir à prendre la 3e place au T1. Donc dans le même temps, Marquez a rejoint Lorenzo donc, pour la tête, et évidemment on va avoir la traditionnelle chute de Crutchlow qui est sorti un peu large donc, dans le 10e tour. Et là on se retrouve avec un tir groupé des Ducati, puisqu'on a Petrucci 4, Dovi 5 et Bautista 6. Marquez donc finalement va passer Lorenzo, qui commence un petit peu à baisser de rythme à mi-course. Donc on a Rossi qui va passer Lorenzo, donc surtout il va profiter d'une erreur de Lorenzo qui va sortir un petit peu large donc, pour s'installer à la 2e place. Et là on a Marquez qui a déjà pris une seconde d'avance sur tout le monde, donc là ça va être compliqué pour aller le rechercher. Lorenzo va quand même s'accrocher, mais à chaque fois Rossi réussit à recroiser, et il va finalement réussir à se détacher de l'Espagnol. Et dans le dernier tiers de course, on a Bautista qui va passer Dovi et qui va prendre la 5e place, Vignales 7 et Zarco juste derrière, donc le Yamaha Usine à la 8e place. On a Vignales qui va passer Dovi pour la 6, qui va remonter sur Bautista. Alors Lorenzo tient toujours la 3 devant Petrucci, mais l'Italien donc va se montrer quand même pressant, et surtout on va avoir un nouveau loupé du Mallorquin qui plusieurs fois va sortir un petit peu large sur des virages, et à chaque fois ça va ouvrir la porte à celui qui est derrière. Donc Vignales remonte 5e à 5 tours de l'arrivée. Il a l'air quand même un petit peu plus à l'aise que les Ducati. Il va passer Lorenzo. Bautista va le passer également. Encore une fois avec une sortie un petit peu large, et Vignales est clairement le pilote qui anime la fin de course. Il a le rythme pour aller chercher la 3e place de Petrucci. Il va le passer dans l'avant-dernier tour pour offrir un doublé 2-3 à Yamaha derrière Marquez qui a largement dominé la course. Tir groupé des Ducati avec Petrucci 4-5 pour Bautista, 6 Lorenzo, 7 Dovizioso, 8 Pedrosa devant Zarco et Bradley Smith avec la KTM qui fait un top 10. Donc c'était assez, je dirais pas inespéré, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'anglais aussi haut dans le classement. Côté Frenchy, donc Zarco, comme on l'a dit, 9e. Et sur cette course, il n'y a pas énormément de choses à dire, puisque Non. Marquez a encore largement dominé les débats. Ouais. On va dire avec... Et de loin. Ouais, et de loin. Bon, un petit peu moins loin que d'habitude, puisque là... Rossi est pas si loin derrière à l'arrivée. Bah après, est-ce que Marquez était à fond? Enfin, c'est toujours la question quand tu roules comme ça. C'est toujours la question. Quand t'es pas embêté, bah t'assures, et puis l'autre derrière, faut qu'il vienne te chercher, donc faut qu'il fasse l'effort. Après, ce qu'il y a de bien, c'est quand même de voir les Yamaha qui réussissent quand même sur le tracé. Et c'est un point que t'as noté, un point important que t'as noté. Je te laisse l'aborder. Ouais, du coup, la news qui est tombée dimanche après-midi, après la course, apparemment, Rossi et Vignales auraient utilisé le setup de Folger de l'année dernière. Enfin, ils auraient regardé comment il avait configuré sa moto pour faire sa seconde place l'année dernière, et puis ils se seraient inspirés de ça, ou ils auraient utilisé le même setup pour leur moto cette année. Apparemment, en tout cas, si c'est bien confirmé, oui, effectivement, ils ont trouvé le bon truc, quoi, pour finir 2e et 3e. Du coup, c'est plutôt une bonne idée. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, à utiliser les bonnes recettes. Bon, après, le problème, c'est qu'il faut en trouver une sur chaque circuit, quoi. Exactement, ouais, c'est plus compliqué. Bon, Ouais. c'est plus compliqué, mais au moins, voilà, ils sont pas largués, et
Bon, ils sont devant l'armée des Les Ducatistes. Ducati. Ce qui m'inquiète plus, c'est de voir Dovi 7ème. Moi, Je je trouve trouve que c'est un peu dommage. que Dovi, depuis le regain de forme de Lorenzo, d'ailleurs, qui a encore fait une belle course, hein. Je Ouais. pense qu'après, il a payé son choix de pneus soft à l'avant, comme Ouais. toujours. Mais Lorenzo fait une très belle course. Je pense que j'ai l'impression que Dovi est dans le dur depuis que Lorenzo est devant, quoi. Alors, c'est hallucinant. Je sais pas si c'est psychologique ou si la moto, le développement, il s'est concentré sur les demandes de Lorenzo et pas sur les demandes de Dovi. Je suis incapable de dire ce qu'il en Ouais. est, mais le fait est que la tendance s'est inversée sur le meilleur pilote Ducati, quoi. Bon, après, Lorenzo, il a annoncé qu'ils avaient a priori fait une petite erreur de setup. Bon, qui lui a valu des petits loupés en course. Et bon, c'est dommage parce que bon, il est pas mal encore. Hein, et bon, après, ce qui est plus étonnant, c'est de voir Bautista 5. Ouais, Alors, surtout avec sa moto hors d'âge. ouais, non, elle est pas tant hors d'âge que ça. C'est la même C'est une, que Miller. Donc, après, ils c'est ont une pas. 2017, ouais. Ouais, c'est ça, c'est une 2017. Ouais, donc, c'est pas non plus un tréteau, Non, quoi. non, mais je plaisantais. Ouais, non, Mais je sais. oui, non, mais en tout cas, c'est étonnant de le voir là, devant Lorenzo et Dovi, et Ouais, juste après Petrucci, quoi. ouais. Bon, bah, félicitations à lui, hein, parce que Ouais. c'est vrai qu'en tout cas, ce circuit, de toute façon, c'est un petit tourniquet, c'est Mm. le plus court tracé, et effectivement, c'est pas forcément sur ces tracés que les Ducati sont à leur avantage, là. Ils sont de 4 à 7, ils sont Ouais, tous ouais, là, ouais. donc Ouais, c'est ouais. pas si Ouais, c'est déconnant, pas la honteux, hein. Ducati s'améliore, en tout cas. Ouais. Et donc, ouais, le dernier petit point, c'est que effectivement, Espargaro avait écopé d'une sanction en Q1, donc de 6 places. Bah oui, bah, étant donné qu'il n'a pas couru, bah, la sanction ne sera pas reportée au prochain GP. Donc, Ouais. il pourra courir là où il sera placé au niveau de son temps. Donc, un petit point championnat. En Moto 3, on a Martin en tête, 130 points devant Bezzecchi, 123, et Canet, 3e avec 92. En Moto 2, on a Bagnaia 148, Oliveira 141 et Marquez 113. On a Quartararo 9e avec 72 points. En GP, Marquez en tête avec 165 points devant Rossi 119 et Vignales 109. Donc déjà 46 points d'avance pour Marquez. 5e, Zarco avec 88 points. Même nombre de points que Dovi. Sur le championnat, donc qu'est-ce qu'on dit de cette avance? Il y en a beaucoup qui disent que voilà, quand tu as 46 points à mi-championnat. Ouais. Moi, je pense que c'est fini. Je vois pas comment. Ils sont tous talentueux, hein, mais si Marquez continue sur sa lancée, pardon, je vois pas comment il pourrait être rattrapé, même s'il est moins bien et qu'il fait moins de victoires et qu'il reste, on va dire, dans le top 4, au top 5 dans toutes les courses, il sera inrattrapable selon moi. Ouais. Après, c'est encore plus indécis par contre si on parle Moto 3, Moto 2. Ah oui. C'est beaucoup plus indécis et c'est beaucoup plus resserré. Mais c'est vrai que, tu vois, Dovi, avec les 3 premières courses qu'il avait fait, on disait cette année, il va venir chercher Marquez, il a 88 points, il est presque mais il a 80 points de Marquez, quoi. Ouais. C'est énorme. C'est énorme, ouais. Ben, après, donc voilà, moi je voulais avoir ton point de vue avant de donner le mien, et effectivement, vas-y. c'était ça. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment le Moto 3. Puisque entre Martin et Bezzecchi, moi, c'est 2 pilotes que je trouve vraiment très très bons, et avec surtout des comportements en piste que je trouve un tout petit peu différents. Martin, il a un profil donc de poleman qui sait gérer sa course. Bezzecchi, je le trouve un petit peu plus à l'aise dans les courses en paquet. Donc, dans tous les cas, ça va être une lutte jusqu'à la fin de saison qui va être intéressante. À mon avis, le titre il va se jouer entre deux. Et ça va être intéressant. Et en Moto 2, entre Bagnaia et Oliveira, c'est pareil. Alors là, s'il y avait une pièce à mettre, aucune idée de où la mettre. Et également, ça va être une belle baston à suivre. Parce que Bagnaia, moi, je le trouve super à l'aise. Il est très très fort. L'année prochaine, il va monter. Donc, il n'y a pas que lui. Il y a aussi Oliveira qui va monter et Mir. Donc, moi j'attends vraiment en Moto 2 et en Moto 3 de voir comment ça va se finir. En GP, 46 points. Oui, après, moi je pense que Marquez, d'une manière générale, le HRC, ils peuvent démarrer le développement de la 2019 de manière sereine.
Parce que quand on voit que c'est Rossi qui est deuxième, qui a déjà 46 points de retard, que la Yamaha, elle est quand même en développement, en difficulté, qu'il va y avoir des circuits qui arrivent qui sont entre guillemets un petit peu plus favorables à la Ducati, où les Yamaha vont forcément plus souffrir. Ouais. La Honda est beaucoup plus polyvalente, puis Marquez, comme tu l'as dit, il est super à l'aise en ce moment. Donc ouais, je pense que ça va être très très compliqué d'aller les chercher. Après, il y a encore beaucoup de points à distribuer, mais moi j'y crois pas et c'est un peu dommage. Mais bon, après c'est comme ça, hein. Les 165 points, il les a pas volés, hein. Non, il les a pas volés déjà. Il a un talent hors norme et puis Tout à fait, hein. il a la chance d'être dans un team qui a conçu une moto bien née, contrairement à la Yamaha de cette année, Tout à fait. qui était complètement ratée, qui était incapable de rouler correctement en début de saison. Mm. Là, il se rattrape avec beaucoup de développement et tout, mais effectivement, c'est des forces qui mettent en moins pour la moto 2019 Ouais. chez Yamaha. Et du coup, ils prennent du retard comme ça. Bon, après, Ducati, c'est un peu bizarre, ouais, comme on a déjà dit. Ils ont fait un bon début de saison, il y a eu un gros creux, et maintenant il y a du mieux avec Lorenzo, mais Dovi, il a vachement lâché. On va voir ce qu'ils vont nous sortir. Bon, a priori, quand ils vont rouler en Autriche, ça devrait le faire. Ouais. On verra. Ouais, bon, après, ouais, ça va être une fin de saison quand même encore palpitante, puisqu'il y a toujours. Oui, il y a toujours du suspense, hein, de toute façon. Ouais, puis il y a toujours, tu vois, même si le championnat est pas joué, mais on perd un peu d'intérêt, ça n'empêche pas d'avoir des courses intéressantes. C'est vrai que de toute façon, Marquez, là, il est clairement au-dessus du lot, et on n'a pas encore eu de course en flag to flag, donc il y a ça aussi, quoi. Dès qu'il va commencer à y avoir des courses, on va dire un petit peu touchy à gérer. Après, il y a l'inconnu de la piste en Thaïlande qui peut être un petit peu qui Oui, peut amener un peu de piment. Après, voilà, il y aura des courses à pas louper. Il y a des courses qui vont. Je crois qu'il va y avoir 4 courses en 4 semaines, donc avec la tournée Outre-mer. Il va y avoir 2 courses en 2 semaines avec la République tchèque, la Hongrie. Donc, ouais, faut être bien, faut assurer ces 6 courses-là. Après, on n'aura plus que 4. Donc, ça va être. Ouais, c'est. bon, c'est vrai qu'il y a encore un paquet de courses, hein, on est à la mi-saison. On espère en tout cas qu'il y aura de la bagarre sur le plus de courses possible, quoi. Ouais. On va parler un petit peu du Superbike. Oui, alors Superbike courait à Misano, donc le circuit de Rimini, le week-end du 7 et 8 juillet. Base sur les deux courses, la première course, donc il est parti 6ème sur la grille, il va chuter au second virage, il va réussir à repartir, mais il va finir par abandonner quand même. Et il a fini 9ème en course 2, c'est selon lui sa meilleure course de la saison. Au général, il est 12ème. En super sport, on a Cluzel qui va finir 4ème de la course, et Mayas va malheureusement chuter. Au général, Cluzel 2ème à 5 points derrière Sandro Cortese. Mayas 5ème. Alors, on va conclure tout doucement cette mi-saison, on va dire, quasiment, Ouais, parce bien que là, sûr. il y a eu 9 courses. C'est Romain qui a gagné les goodies en désignant Marquez en pôle en Allemagne, donc a priori, c'était pas compliqué. Mais bon, après, vous étiez, je sais plus si c'est 4 ou 5 à avoir trouvé Marquez. Donc oui, petite pause estivale, pas grand chose, hein. 3 semaines, puisqu'on se retrouve Ouais. après pour la République tchèque, début août. Bah, oui. Ouais, petite escapade entre Ça temps, coûte. monsieur Pierre, ou pas? Tu restes Bah, en non, région pas du parisienne? tout. Pas du tout. Exactement, Oh ouais, là je là. reste à la maison. Bien. Profiter de l'été en région parisienne, ça fait Ah, rêver, hein. quelle chance, bah oui. Et toi, tu prends des vacances? Ouais, je vais partir un petit peu au soleil, peler, puisque moi je bronze pas, je pèle. Donc Ah, j'ai la chance d'avoir de ne pas aimer le soleil, donc bah tu vas voilà. rejoindre notre ami Steph en Australie? Non, je vais beaucoup moins loin. Bon, sur ce, on vous souhaite des bonnes petites vacances, puisque au bout du compte, Oui. il n'y a que 3 semaines, donc c'est pas grand-chose. Écoutez, ouais, donc on va se retrouver au lendemain de la course de Brno. Voilà, salut Pierre, salut à tous. Allez, salut, bonnes vacances. Ciao. Après, est-ce que tu veux qu'on fasse un petit numéro de 10 minutes, un quart d'heure sur la Coupe du Monde? Bah écoute, pourquoi pas, oui. Mais sans note, hein, on l'a fait comme ça.